Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Élisée Reclus. Nous avons parlé la semaine dernière du coup de son impact en tant que géographe et nous allons nous intéresser là à un article en particulier, article que nous avons dû étudier pour les cours et donc je vous fais part de notre étude. C'est un article qui s'appelle donc de l'action humaine sur la géographie physique, qui a été publié en 1864. À l'époque, Reclus n'est qu'un jeune géographe assez peu connu, puisque ses œuvres les plus célèbres ont été publiées par la suite. Il a été publié dans la Revue des Deux Mondes, qui est une revue de géographie avec laquelle il va collaborer à plusieurs reprises, qui publiait globalement de l'actualité, mais surtout beaucoup de choses de culture artistique, littéraire, politique, scientifique, et qui va accueillir plusieurs grands noms, grands chercheurs. Donc c'est une revue assez prestigieuse, et donc Reclus, dès sa jeunesse, va pouvoir collaborer avec. Il a en fait, dans cet article, il va analyser un ouvrage rédigé par Georges Perkin Marsh, dont nous avons parlé rapidement dans la vidéo précédente, qui est un diplomate et pionnier de l'étude de l'action de l'homme sur son environnement. Et du coup, son ouvrage s'intéresse à la déforestation, qui a un impact sur la désertification, et va également s'intéresser à la question de la gestion des ressources. Et donc Reclus, qui pour lui c'est des thèmes qui l'intéressent, a lu cet article qui a était assez peu connu du grand public à cette époque, et notamment en France. Donc Reclus va permettre de faire connaître un peu cet ouvrage en France, et profiter de cette analyse également pour de donner sa propre opinion, son propre point de vue sur la question, sa propre analyse du sujet. Donc, ce n'est pas simplement un compte-rendu du livre de Marsh, mais c'est la réflexion de Reclus sur le sujet, aidée par la lecture du livre de Marsh. Donc ce qui le rend intéressant. Du coup, dans cet article, Reclus s'intéresse au rapport de l'homme à son milieu, et surtout comment l'homme influence celui-ci, en s'intéressant aux impacts positifs et négatifs de l'homme sur l'environnement. Et il étudie comment ces impacts ont évolué au fil du temps. Il commence par dire que la nature et l'environnement ont beaucoup influencé le développement des sociétés humaines. Il déclare ainsi « Tous les faits de l'histoire s'expliquent en grande partie par la disposition du théâtre géographique sur lequel ils se sont produits. On peut même dire que le développement de l'humanité était inscrit d'avance en caractère grandiose sur les plateaux, les vallées et les rivages de nos continents. » Là, on pourrait y voir un certain déterminisme géographique, c'est-à-dire une position qui considère que le développement des sociétés et de l'humanité est déterminé par son environnement géographique, et qu'une société, une culture, est comme elle est, car son environnement était tel qu'il est. C'est une vision qui est aujourd'hui contestée, et qu'en fait Reclus n'a pas. Reclus nuance en fait ce qu'il dit après, puisqu'il dit « À mesure que les peuples se sont développés en intelligence et en liberté, ils ont appris à réagir sur cette nature extérieure dont ils subissaient passivement l'influence. » Donc, on voit que, oui, à l'origine, l'homme était beaucoup déterminé par son environnement, mais qu'il a appris à agir dessus, et à tirer parti de l'environnement pour en faire des choses différentes en fonction de sa volonté. Et donc là, on peut se rapprocher de la théorie possibiliste, qui était portée par Vidal de Lablache, qui a été théorisée après, donc c'est pas un possibilisme en tant que tel, puisque ça n'existait pas, mais on retrouve une sorte de proto-possibilisme, mais en tout cas des points communs avec cette théorie-là. Et Reclus considère que cette capacité d'action va continuer de croître et permettre à l'homme de réaliser des véritables merveilles, en fait, et de pouvoir avoir un impact, en fait, phénoménal, de pouvoir réaliser des choses colossales par son impact sur l'environnement. Mais il observe quand même que jusqu'à là, l'impact de l'homme sur l'environnement a été plutôt négatif. Et ça, on le remarque encore aujourd'hui. Donc là, il cite plusieurs dégradations, par exemple la disparition d'espèces. Il liste ainsi des espèces qui ont disparu, donc du mammouth au dodo, et d'autres qui sont menacées et dont il craint la disparition future. L'éléphant, le lion, le rhinocéros, qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont en effet menacés, et dont la disparition n'est pas impossible, malheureusement. Il soulève également la conséquence des disparitions de certaines espèces qui infectent l'ensemble de la chaîne alimentaire par effet domino. L'ensemble de l'écosystème est affecté. Donc il y a une conscience chez Reclus de l'interaction qu'il y a entre les différentes espèces dans l'environnement. Il donne ainsi un exemple qui tire de l'ouvrage de Marsh, mais dont il relève pertinence, et donc partage son analyse, c'est les méduses phosphorescentes qui provoquent des lueurs dans l'eau. Et c'est un phénomène qui est courant à l'époque de Reclus, et lorsqu'on navigue sur la Méditerranée, on voit souvent des lueurs la nuit. Et en fait, ce qu'il remarque, c'est que les auteurs grecs et romains n'en parlent pas, alors que c'est un phénomène assez visible et qui aurait de quoi nourrir l'imagination, les mythes, les légendes, et qu'il est étonnant qu'aucun auteur grec et romain n'évoque ces sujets-là. Et donc, il en émet l'hypothèse que ça n'existait beaucoup moins à l'époque, et que c'est dû au fait que depuis, on a éliminé plusieurs prédateurs de ces méduses, ou de leur nourriture, des planctons, et que donc, elles se sont multipliées. Et donc là, on trouve un peu de géohistoire dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est qu'il s'appuie sur des sources historiques pour tirer une conclusion sur l'évolution d'un écosystème et donc de la géographie, en le liant du coup avec l'action de l'homme. Donc là, on est sur un travail de géohistoire. Ensuite, il s'intéresse à la déforestation, dont il voit plusieurs impacts négatifs. Déjà, ça aggrave les inondations.
pour une raison assez simple, c'est que l'eau, quand elle tombe, s'il y a une forêt, elle est retenue. Retenue au niveau des branches, elle tombe moins vite au sol, et au sol aussi. Elle ne s'écoule pas, elle ne ruisselle pas aussi vite, puisqu'il y a des branches, il y a des racines, il y a du feuillage au sol, il y a les troncs, il y a tout ça. L'eau ne ruisselle pas, et donc elle a le temps de s'infiltrer dans le sol et d'être absorbée. Alors que s'il n'y a pas de forêt, c'est juste de la plaine, elle va avoir tendance à beaucoup plus ruisseler et aller vers les cours d'eau, qui vont se gonfler plus vite, déborder et provoquer des inondations. Et donc là-dessus, il met en avant les crues de 1856 en accusant du coup la déforestation, mais également le système de digue, qu'il considère comme étant mal fait, parce qu'en fait, c'est un système de digue qui bloque l'eau, empêche l'eau de déborder, et du coup, l'eau, en fait, est beaucoup plus concentrée, il y a beaucoup plus de débit, et donc lorsque ça pète à un endroit ou qu'à un endroit où il n'y a plus de digue, ça déborde d'un coup, beaucoup plus violemment. Et il observe d'ailleurs que du coup, lors de ces inondations de 1856, et lorsqu'il y a des ruptures de digues, le débit d'eau a ralenti. Et donc d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, dans les systèmes de digues plus actuels, on laisse souvent des endroits où l'eau peut déborder, histoire de diminuer le débit d'eau, diminuer la quantité d'eau qui va vers les endroits qu'on ne veut pas voir être inondés. Il accuse également la déforestation d'être responsable de dégâts dans les Alpes. En fait, il observe que les paysages des Alpes sont très rocheux, il n'y a plus beaucoup de forêts, plus beaucoup de terre aussi sur la pierre, qui donc il reste que de la roche nue stérile, et il considère que c'est dû à la déforestation. Parce que les forêts, en empêchant l'eau de ruisseler, limitent aussi l'érosion. Lorsque l'eau ruisselle, elle arrache de la terre et tout. Et elle porte et ça part et ça peut, s'il n'y a pas une couche de terre épaisse, on peut rapidement se retrouver juste avec de la roche. Alors que quand elle ne ruisselle pas, du coup la terre reste beaucoup plus. Et donc pour lui, le fait de l'humain à déforester les Alpes et à provoquer du coup la destruction de l'environnement. Alors c'est un point de vue qui est critiqué, parce qu'il y a Félix Lenoble qui considère que en fait, les Alpes sont toujours un endroit assez boisé et qu'elles n'étaient pas beaucoup plus boisées avant, et que donc il n'y a pas eu une grande déforestation des Alpes, et que donc l'explication de Reclus serait erronée. Mais d'autres également critiquent l'analyse de Félix Lenoble, donc c'est une question qui fait débat, et je ne suis pas assez spécialiste du boisement des Alpes et de la géographie des Alpes pour pouvoir avoir un avis sur la question. Donc voilà, il y a deux avis qui existent, donc je vous livre celui de Reclus, mais voilà, je vous précise que c'est une position qui peut être remise en question. Donc si quelqu'un est spécialiste de la question, je serais ravi qu'il participe en commentaire pour donner plus d'ample d'infos et son analyse personnelle. Après, Reclus cite également des exemples de désertification en Mésopotamie et en Amérique, en accusant également l'action de l'homme. Alors là, pareil, j'ai pas trouvé d'éléments qui permettent de voir quel est l'impact de l'homme sur la désertification de ces terres. Il a pu exister, la déforestation a été importante, notamment dans l'Antiquité, pour construire des bateaux par exemple. Mais on peut noter qu'en Amérique, Reclus y est allé, il y a vécu un moment et a tenté d'y installer des plantations. Donc il a pu observer de lui-même l'impact de l'homme sur place. Ensuite, il relève également l'impact de l'homme d'un point de vue esthétique sur l'environnement, considérant par exemple que la déforestation, en fait, ça joue sur l'apparence, et que les Alpes, certes, elles sont stériles, mais elles sont aussi beaucoup moins belles maintenant. Mais on peut quand même se demander si c'est un point de vue pertinent. Est-ce que c'est pertinent de s'intéresser à la préservation de l'environnement sur uniquement la question esthétique ? C'est un point de vue qui permet certes de mobiliser l'opinion publique, regardez, c'était beau avant, c'est moche maintenant, il faut se mobiliser, mais c'est un point de vue anthropocentrique, et un fonctionnement sain de l'environnement n'est pas forcément beau. Quelque chose peut être laid à nos yeux, mais être un fonctionnement tout à fait normal et sain de l'environnement. Et qu'au contraire, on dégrade l'environnement, on réduit la biodiversité en cherchant à améliorer l'esthétique de l'environnement. Donc là-dessus, je suis perplexe sur cet usage-là, et je pense que c'est un aspect qu'a Reclus qui n'est pas, sur l'écologie, qui n'est pas forcément celui qu'on aurait aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Et globalement, Reclus également se distingue par un optimisme sur l'avenir. Il considère qu'en effet que si les moyens d'action de l'humanité sur l'environnement vont augmenter, sa capacité à réfléchir sur le long terme va augmenter également, et donc l'homme va pouvoir avoir un impact de plus en plus positif sur l'environnement. Et donc Reclus ne dit pas que l'homme ne doit pas agir sur l'environnement, qu'il doit préserver l'environnement, mais non, il dit que l'homme doit bien penser son action sur l'environnement, bien la réfléchir, et qu'il peut agir sur l'environnement pour l'améliorer, et que ça doit être une action réfléchie. Donc ça aussi, ça rompt avec la vision qu'on a classiquement de l'écologie aujourd'hui, plutôt d'une préservation de l'environnement comme il est, ou de réparer des dégâts précédents, et de ne pas chercher à améliorer l'environnement parce qu'on ferait plus de mal que de bien. Et donc la Reclus cite des impacts positifs plus récents, positifs en tout cas dans son analyse. Par exemple, il parle des Pays-Bas où l'homme, en fait, pendant longtemps, a aggravé la situation de l'érosion des terres et la perte de terre sur la mer, avec l'exploitation de la tourbe, qui est en fait dans les marais une ressource qui peut se brûler et qui peut servir de source d'énergie, et était une source de richesse pour les populations locales. Mais son exploitation fragilisait les sols et donc aggraver les inondations
et faisait perdre des terres aux Pays-Bas. Et donc c'était un profit à court terme qui mettait à péril la survie à long terme des populations. Alors que maintenant, plus récemment, au cours du XIIe-XIIIe siècle, l'humanité a commencé à reconquérir des terres sur les mers et de plus en plus. Et donc pour lui, c'est un monde que l'humanité peut réfléchir au long terme et à modifier l'environnement dans un bon sens. Alors là aussi, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment un bon sens ou pas? Parce qu'en fait, c'est juste bon pour la société humaine, mais pas forcément pour l'environnement. Donc là aussi, on trouve aussi une vision assez anthropocentrée. On développera la question de la reconquête de l'homme aux Pays-Bas sur la mer, sûrement dans une vidéo, parce que j'ai fait quelques recherches sur le sujet dans le cadre de l'analyse de cet article, et c'est un sujet qui peut être intéressant. Donc je pense vous faire un jour une vidéo dessus, mais globalement, voilà, c'est à partir du XIIIe siècle la reconquête va commencer avec la construction de polders, et donc des digues vont être érigées, et on se met à pomper l'eau également pour vider des zones entières d'eau et en faire des nouvelles terres exploitables. Donc voilà, c'est un peu ce dont il parle dans cet article. Donc on voit qu'il a d'un côté, il a une vision assez claire sur le fonctionnement d'un écosystème, sur le fait que quand on fait disparaître des espèces, c'est un impact global, des vrais effets de la déforestation, et clairement il remarque que l'homme doit faire attention à ce qu'il fait avec l'environnement. Mais il a une vision beaucoup plus positive que l'homme peut avoir sur l'environnement qu'on en a aujourd'hui. Il faut dire qu'on a aussi un siècle et demi maintenant en fait par rapport à cet article de recul sur l'action de l'homme, où on voit que ça continue d'être une action négative et de plus en plus négative, avec aujourd'hui l'impact sur l'écosystème qui s'est aggravé, mais également sur le réchauffement climatique. Et donc peut-être que ça explique aussi pourquoi on a une vision moins positive là-dessus et qu'on se dit que l'homme devrait moins agir sur l'environnement, là où le recul du coup était porté par un certain optimisme peut-être de son époque. En tout cas voilà, là c'est plus un avis personnel. Donc j'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui porteront à nouveau plus sur l'histoire. C'est vrai que celle-là était plus géographique, mais avec quand même des aspects historiques. Voilà. Donc on se retrouvera dans quelques semaines, je pense, pour une vidéo sur l'aspect politique de Reclus. Au revoir tout le monde.